Monsieur Dama, bonsoir. Ravi de nous retrouver dans ce plateau pour une nouvelle édition d'information. Nous vous ouvrons ce journal avec ce communiqué de Modern Falumana Africa sur le processus électoral de la diaspora. Le communiqué vous sera lu ici par Mohamed Alpha. À 7h20, c'est l'appel des candidats devant les salles d'examen un peu partout. Premier processus avant le début des épreuves. Ensuite, dans les salles, les candidats, chacun tente de remplir sa copie d'examen. À 8h, le coup d'envoi est donné par le gouverneur de la région de Niamey, ici au centre Kalmaharo de Niamey, où est logé 3 jurys, avec un effectif de 1117 candidats. Nous venons de lancer les épreuves écrites. Nous pensons déjà que nous souhaitons que les résultats qui en seront issus seront de très bons résultats, des résultats très crédibles étant donné, vous l'avez constaté avec nous-mêmes, que l'année académique 2022-2023 a été très calme, donc sans perturbation. Au niveau des jurys, selon le président du centre Kalmaharo, tout se passe normalement et sans aucune difficulté. Alors, dans des conditions extraordinaires, nous avons été bien accueillis et nous nous sommes rendus compte que les infrastructures sont adéquates, les élèves sont bien installés et les sujets sont distribués. Pour le moment, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, tout se passe vraiment normalement. La région de Niamey compte 3594 candidats, dont 1445 filles et 2149 garçons, répartis dans 11 jurys. Les épreuves se dérouleront sur 10 jours dans plus de 30 filières. L'examen du brevet d'études professionnelles BEP marque la fin de 2 années d'études théoriques et pratiques, et c'est là après l'obtention du BPC. C'était là le compte rendu de Souleymana Ousmane sur le début des épreuves écrites des examens du BEP session 1 demain 2023. La 13e édition du concours de plaidoirie en droit international humanitaire a été lancée ce matin dans la salle de l'amphithéâtre 1000 places de l'université de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Niamey. C'est le ministre en charge de l'enseignement supérieur qui a présidé la cérémonie de lancement en présence de nos reporters Youssouf Haïdara et Luc Oga. Le concours de plaidoirie en droit international humanitaire pour sa 13e édition se tient avec des nouveautés cette année, selon le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou-Moumouni de Niamey, co-organisateur du concours. La 13e édition sera également une opportunité pour les étudiants et l'ensemble des participants d'être plus édifiés sur le droit international humanitaire. Ce concours, faudrait-il le rappeler, constitue certes une compétition entre étudiants, mais il apparaît surtout comme un cadre du donner et du recevoir, enrichissant l'esprit de nos étudiants en matière de DIH à travers des thématiques contenues dans les conventions de Genève du 12 août 1949 et leur protocole additionnel de 1977. L'intérêt de la présente activité serait aussi de contribuer à éveiller la conscience des générations actuelles et futures sur les défis de la protection, l'assistance des personnes vulnérables et l'accès humanitaire que posent les conflits et autres situations de violence qui handicapent l'avenir de nos nations. La tenue de la 13e édition du concours de plaidoirie en droit international humanitaire se tient alors que le Comité international de la Croix-Rouge CICR, partenaire direct de cet événement, fête les 160 ans d'histoire de l'institution. L'augmentation du nombre de participants est une occasion de sensibiliser plus d'étudiants. Ce concours, mesdames et messieurs, s'inscrit donc dans une tradition bien établie de promotion du droit humanitaire. Les équipes participantes sont au nombre record de 16 cette année, ce qui augmente le rayonnement de cet événement
et permet à plus d'étudiants et élèves de s'imprégner de cette branche de droit essentiel. Le ministre des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation, en lançant la 13e édition du concours de plaidoirie en droit international humanitaire, a assuré sa disponibilité à soutenir toute initiative visant à promouvoir le droit humanitaire. Mon ministère reste alors disponible à chaque fois que de besoin pour partager ses contributions en matière de mise en œuvre du droit international humanitaire. J'ose rappeler, et ce n'est pas le doyen de la faculté des sciences juridiques et économiques qui va me contredire parce qu'il m'a aidé à l'élaboration du programme. Je crois que je dois être le premier à initier le droit international humanitaire au Niger, à l'Institut d'élite de Niamey. C'est pour vous dire que je partage totalement toutes les actions qui peuvent contribuer à ancrer dans nos consciences, à raffermir et à promouvoir le droit international humanitaire. Durant les 4 jours que va durer le concours de plaidoirie en droit international humanitaire, les participants seront formés sur les règles du DIH et échangeront sur les contours de l'action humanitaire avant de rivaliser avec créativité et imagination autour des cas fictifs mettant en jeu des situations appelant à l'application du droit international humanitaire et au respect de l'action humanitaire face à des jurys diversement constitués. Nous allons à présent suivre le communiqué du Modern Falumana Africa sur le processus électoral de la diaspora. Le communiqué nous sera lu ici par Mohamed Alpha. Suivons-le. Il vous souviendra lors du premier communiqué de presse du collectif des coordinateurs de la diaspora Lumana en date du 12 mai 2023. Nous avons alerté l'ensemble des militants du Modern FA Lumana Africa pour que le bureau politique puisse se saisir de la question des élections législatives partielles de la diaspora. Cette sortie médiatique a été motivée pour préserver la diaspora Lumana du danger qui la guette, volontairement créé. On ne sait pour quel but. Lors de la dernière sortie des militants de la coordination du Ghana le dimanche 21 mai 2023, nous avons découvert une fois de plus, mais sans surprise, que le directoire organe créé par le bureau politique national chargé des élections de la diaspora s'est substitué à la coordination du Ghana en remplaçant les représentants désignés par la dite coordination à la commission administrative et à la CENI locale en violation des dispositions de notre parti. La question que tous les militants se posent, c'est quoi l'objectif visé par cet organe, surtout que nous savons tous qu'une direction de campagne a existé pendant les dernières élections. Une direction de campagne qui a été remarquable dans sa mission. Pourquoi le bureau politique national a choisi de ne pas reconduire cette même direction? Le plan en cours d'exécution par le directoire et ses complices a été visiblement planifié de longue date. Et l'objectif visé est de fragiliser la diaspora lumane. Cette diaspora qui est enviée par tous les autres partis du Niger continuera à résister à ces tempêtes internes tant que son président historique, son Excellence Hama Amadou, continuera à exister. Son Excellence Hama Amadou continuera à exister dans le jeu politique. Cette destruction planifiée de la diaspora n'aura pas lieu, Inch'Allah. Comment comprendre que certains membres du parti osent planifier une déstabilisation du principal fief du parti dans la diaspora en pleine élection?
Pour ces raisons, nous, collectif des coordinateurs des pays suivants, Belgique, Burkina Faso, Cameroun, France, Ghana, Mali, Maroc, Tchad, Sénégal, États-Unis, principalement concernés par les élections partielles, demandons au Bureau politique national de regarder de très près et en toute urgence la situation créée par le directoire chargé des élections de la diaspora au sein de la diaspora Lumana en général et dans la coordination du Ghana en particulier, et d'y mettre fin en dissolvant cet organe de désunion. Ce cri de cœur est lancé pour sauver les élections à venir afin que la diaspora Lumana puisse se retrouver dans l'unité et sauver sa place de premier parti du Niger au niveau de l'extérieur. Nous apportons tout notre soutien à l'autorité morale du parti Son Excellence Hama Amadou. Poursuivons ce journal avec le lancement cet après-midi de la Semaine mondiale d'action en faveur de l'éducation. Cette campagne s'élargira sur toute l'étendue du territoire national en vue de faire la promotion de l'enseignement de qualité. C'est du 29 mai au 4 juin prochain. Le récit est signé Suleiman Ousmane et Ibrahim Ité. La semaine mondiale en faveur de l'éducation, c'est du 29 au 2 juin prochain, une semaine durant laquelle les acteurs de l'éducation auront apporté leurs réflexions et faire des sensibilisations sur l'éducation de façon générale, mais également des plaidoyers en faveur du respect des engagements des dirigeants dans le secteur éducatif. Le tout sous l'encadrement et la houlette de l'ASSO EPT qui, par cette sortie médiatique, lance officiellement la Semaine mondiale d'action en faveur de l'éducation sous la thématique « Décoloniser le financement de l'éducation ». La Semaine mondiale d'action pour l'éducation, SMAE, est l'un des événements les plus importants pour le mouvement de l'éducation dans le monde entier et pour le secteur de l'éducation. Chaque année, ses membres se réunissent pendant une semaine pour faire des efforts de plaidoyer ciblés en vue de parvenir à une éducation de qualité, équitable et inclusive pour toutes et tous. Coïncidant avec le 20e anniversaire de la SME, la Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2023 se déroulera avec un appel spécial au gouvernement à répondre à l'appel à l'action du sommet de l'éducation transformatrice sur le financement auquel nos chefs d'État ont pris part en septembre 2022 à New York. Cette tribune a été une occasion pour la coalition ASSO-EPT de faire un certain nombre de plaidoyers au président de la République et au gouvernement pour un investissement plus conséquent dans le secteur de l'éducation. Il est grand temps que les dirigeants politiques, aussi bien au niveau national qu'international, se décident à décoloniser le financement de l'éducation, d'où le thème de la Semaine mondiale d'action en faveur de l'éducation de cette année, investir dans un monde juste, décoloniser le financement de l'éducation maintenant. La coalition ASSO-EPT et ses alliés plaident auprès du président de la République à traduire dans les actes son engagement à investir 22% du budget national dans l'éducation et la formation. Tout au long de la semaine, des actions de terrain seront menées à travers le pays qui porteront sur des sensibilisations, des conférences, débats et bien d'autres activités en faveur de l'éducation.
Dans le souci d'accompagner les pèlerins au Hajj, le gouvernement nigérien a décidé d'envoyer à chaque édition une équipe d'encadrement médical en terre sainte de l'islam. Ce matin, le ministre en charge de la santé publique s'est entretenu avec l'équipe médicale tout en les rappelant leur rôle. Le récit est signé Boubacar Amadou et Mamadou Jori. De la santé publique au Niger, l'équipe médicale pour le Hajj édition 2023. Il s'est agi pour Dr Idi Ilyassou Menansara d'entretenir ces agents de santé qui seront affectés en Terre Sainte les objectifs de leur mission. Votre mission, c'est d'aller encadrer les pèlerins, d'aller prendre en charge les pèlerins. Et c'est lors de cet encadrement que vous profitez pour faire le Hajj. Mais votre mission principale, c'est d'aller encadrer. Même si on appelle la prière, quelle que soit la prière, s'il y a un malade, vous ne pouvez pas le laisser. Puisque votre récompense se trouve même dans cette prise en charge de ces malades. Ce n'est pas une médecine classique, qui se passe là-bas. C'est vraiment une médecine d'encadrement du Hajj. Sinon, les autorités saoudiennes ont tout prévu. Des hôpitaux un peu partout. Votre rôle, c'est de recevoir les malades, de jour comme de nuit. Cette équipe constituée par des agents de santé de plusieurs spécialités et de toutes les régions du pays a été sélectionnée par un comité technique mis en place à cet effet. Un comité qui, selon le ministre en charge de la santé publique, a fait un travail exceptionnel. Sur près de 17 000 agents de santé, Dieu vous a choisi. Ce n'est pas parce que vous êtes les plus performants ou plus que, en tout cas, les autres qui n'ont pas eu la chance d'avoir cet appel. C'est le lieu, en tout cas, de féliciter le comité technique de sélection qui regroupe le ministère de la Santé et tous les syndicats. C'est un choix, en tout cas, rationnel. C'est un comité indépendant qui a fait un travail en toute conscience, en toute indépendance. La particularité de cette édition repose sur son nombre élevé de pèlerins. La particularité cette année, on est autour de 15 000 ou un peu moins de 16 000 pèlerins. Il se pourrait que le responsable de l'équipe médicale serait amené à vous mettre en place au niveau des bâtiments des pèlerins. On me parle des bâtiments des agences qui auront des regroupements d'à peu près 1000 pèlerins. Il se pourrait que le soir ou la nuit, qu'on mette en place des équipes, comme on a eu à le faire, pour aller stationner devant les immeubles des pèlerins pour les prendre en charge. Le responsable de l'équipe est déjà sur place en Terre Sainte pour les formalités d'usage avant l'arrivée de l'équipe. La réussite du Hajj dépend en grande partie du respect de l'éthique et de la déontologie de l'équipe de santé qui va accompagner les pèlerins dans toutes les étapes du Hajj, et cela sous la conduite du commissariat chargé de l'organisation du Hajj, le COHO. La salle de réunion de l'hôtel Univers à aéroport de Niamey a servi de cadre ce matin aux assises de l'Assemblée générale des associations patronales nationales du tourisme et de l'hôtellerie du Niger. Cette rencontre vise à trouver des pistes de solutions à la concurrence déloyale. Le compte rendu de Mohamed Alpha et Abdoulaye Seydou. La concurrence déloyale dans le secteur du tourisme et l'hôtellerie est au centre ce lundi 29 mai 2023 des retrouvailles des responsables des associations patronales nationales. Cette rencontre marque aussi la mise en place de la représentation du Niger de la COPITOUR CEDEAO et l'Assemblée générale de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie au Niger. Une rencontre dont le thème est le développement effréné du phénomène de la concurrence déloyale et de l'exercice illégal des professions touristiques et paratouristiques. Quelle solution?
Le phénomène de la concurrence déloyale et de l'exercice illégal des professions touristiques et paratouristiques, jadis connues dans seulement quelques branches d'activité du secteur, tend non seulement à se généraliser et à toutes les branches d'activité, mais aussi à perdurer au point où il est devenu aujourd'hui la norme. Et c'est là à cause de l'incapacité des services publics de l'État. Face à cet échec des services publics à mettre fin au phénomène et dans le but de lui opposer une lutte implacable, le Bureau exécutif national entend mettre en place dans chacune de nos régions un dispositif régional de lutte contre le phénomène et de nouvelles stratégies et méthodes légales de lutte seront mises en œuvre. En prenant la parole, le gouverneur de la région de Niamey a exhorté les participants à faire preuve d'assiduité aux différents exposés pour l'émergence du tourisme et l'hôtellerie au Niger. Nous allons redynamiser cette option. Pour qu'il faut le comprendre, cette concurrence déloyale, nous l'avons décrit, vous avez présenté tout ce qu'il faut, comment ça se présente, provoque un gap de déficit au niveau des caisses de l'État. Le représentant du ministre du Tourisme et de l'Artisanat a rassuré les participants que toutes les conditions seront créées pour mettre en nu la concurrence déloyale. Au niveau de l'État, en collaboration avec la FOPAT, nous envisageons d'avoir une solution pour avoir à lutter contre ces deux phénomènes, c'est-à-dire la concurrence déloyale et les charges supportées par les clients au niveau des agences de voyage. Pendant 2 jours, les participants débattront et échangeront sur plusieurs sujets permettant d'assurer la promotion du secteur du tourisme et l'hôtellerie pour le développement socio-économique du pays. Réorganiser et encadrer les communautés à mener des actions communautaires pour faciliter le bien-être des jeunes filles et des femmes pour l'élimination des violences basées sur le genre. C'est la mission que s'est fixé le projet USAID Girl Engage, mise en œuvre par Plan International. Des journalistes se sont rendus à Maradi pour constater des visus les interventions du projet. Oussena Hasmi nous en dit plus. Réduire l'incidence du mariage précoce et forcé à travers le maintien des jeunes filles âgées de 9 à 15 ans à l'école. C'est à cet exercice que s'est attelée la jeune Salamat Ibrahim, âgée de 16 ans. Pour y parvenir, elle a été choisie et formée par le projet USAID Girl Engage ou Engagement des filles pour sensibiliser et représenter les jeunes filles de son village dénommé Koki, situé dans la commune de Guidansori, région de Maradi. Sa détermination à lutter contre ces fléaux a permis à ces dernières de devenir des actrices de changement. Mon rôle consiste à sensibiliser mes jeunes sœurs sur le mariage précoce et la scolarisation. Cela fait suite à une formation que j'ai reçue dans le cadre du projet Girl Engage. Avant, notre communauté était confrontée au phénomène du mariage forcé et la déscolarisation était à son paroxysme. Mais maintenant, grâce à ce projet et aux sensibilisations que nous avons menées, nous observons de plus en plus un changement de mentalité avec l'acceptation du concept du mariage tardif et le maintien de la jeune fille à l'école. La jeune fille sera accompagnée dans ses actions par un comité villageois de protection de l'enfant mis en place par USAID Girl Engage. Ce comité s'est engagé à éliminer des violences basées sur le genre, ce qui a permis d'atteindre des résultats probants au sein du village. On nous a formés sur la protection de l'enfant. Ensuite, sur le mariage précoce de filles. Pour protéger un enfant, il faut qu'on le suive à chaque fois. Oui. Il faut que l'enfant soit toujours observé par ses parents et pour le comité aussi quand même. Et chez nous, ici, nous avons réalisé les activités comme la sensibilisation aussi. Et on a fait beaucoup de réunions pour sensibiliser les gens sur le mariage précoce là. Et aussi,
sur les droits et devoirs des enfants aussi quand même, et sur l'éducation des enfants. La campagne de communication pour le changement du comportement social a fourni des environnements scolaires plus sûrs et plus équitables aux adolescentes. 99% des filles ont un accès accru à l'éducation, selon le directeur de l'école et premier rapporteur du comité. Je dis que cette thématique, je disais vraiment, c'est une bonne thématique que nous devrons respecter et suivre pas à pas pour aboutir à un bon résultat. Là, sur le mariage précoce, là aussi, avec la sensibilisation et lors de la formation, et avec nous aussi, notre sensibilisation qui s'est menée dans les villages, il n'y a pas ces cas-là. Nous tenons des réunions même à l'école presque chaque fin de mois. Donc là, vraiment, les parents ont pris acte de tout ce que nous le disions sur les filles. Sur 10 filles, vraiment, je peux dire qu'on peut trouver 9 qui sont à l'école, parce qu'à ce stade dans mon établissement, il y a une seule fille qui n'a pas mis pied à l'école. Financé à hauteur de 4,5 millions de dollars US par le gouvernement américain, le projet Girl Engage, mis en œuvre par Plan International Niger par le biais de son approche et ses réalisations, compte transformer positivement la vie de plusieurs bénéficiaires, dont 2400 jeunes filles, vivant dans 28 villages des régions de Maradi, Tillabéri et Zander. La visite des journalistes de la caravane de presse Gouvernance, Paix et Cohésion sociale, conduite par USAID Sahel Collaboration et Communication SIC dans cette zone d'intervention du projet, a permis de mieux comprendre les principes essentiels de Girl Engage, qui se résument à faire des filles les principaux moteurs du changement. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Bonferré Télévision. Rendez-vous demain à 21h pour d'autres nouvelles informations. Bonne suite de nos programmes.